Marine Le Pen n'a pas besoin de se présenter. Vous la connaissez, et elle est aujourd'hui dans la course présidentielle. Elle va être présentée, nous être présentée beaucoup plus en détail par Christine Ramiquel. Je lui souhaite la bienvenue au nom de l'APE, l'Association de la presse étrangère, qui date de 1882. C'était sous l'appellation syndicat de la presse étrangère. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a pris le nom d'association et nous avons toujours l'esprit syndical, c'est dans le sens que nous aidons les journalistes étrangers, correspondants permanents et envoyés spéciaux dans tous les domaines. Très bien. Alors, Christine, vas-y. Présenter Marine Le Pen est un peu dérisoire. D'abord, je crois que j'ai venu 6 ou 7 fois à la PE, je compte en tout cas, à chaque fois que j'y ai été invitée. Voilà. Vous faites partie de ces hommes politiques et femmes politiques qui viennent quand on les appelle sans se plaindre qu'ils sont marginalisés, ostracisés. Il faut dire qu'à une époque, c'était plus compliqué chez vous. Voilà. Donc, vous êtes à votre 7e campagne présidentielle. Si je compte celle de votre père, vous avez certainement été... J'ai participé à cette campagne présidentielle. À cette campagne présidentielle. Maintenant, c'est la 3e en votre nom. C'est un métier, il faut aimer, et visiblement vous adorez, parce que vous vous complaisez dans ce genre de choses. C'est un compliment, je trouve que les gens qui semblent traîner leur ennui, vous avez l'air d'apprécier. Je ne sais pas s'il faut aimer la campagne, mais il faut aimer les Français. Comme je les aime passionnément, et bien les périodes de campagne sont toujours un moment de réjouissance. Alors, votre campagne, vous l'avez attaquée assez tôt. En septembre, on avait une conférence de presse où vous annonciez cette possibilité de référendum. Pendant ce temps-là, Éric Zemmour se promenait en France avec son bouquin. Les Républicains réfléchissaient comment se départager. Aujourd'hui, la droite est en ordre de marche. La gauche, on envisage peut-être de se réunir à la fin du mois. J'ai envie de vous demander simplement quel est l'état d'esprit de vos troupes à l'heure où nous parlons. Écoutez, plutôt un bon état d'esprit, mais vous savez, puisque vous parlez de mes troupes et que j'ai l'habitude de dire que nous avons le calme des vieilles troupes, nous avons démarré cette campagne en septembre avec la volonté d'aller au plus près en réalité des Français, c'est-à-dire que j'ai multiplié les déplacements et que j'ai commencé très tôt dans la campagne à frotter mon projet présidentiel à ce que les Français attendaient, à leurs espérances, à leurs inquiétudes. J'ai rencontré beaucoup de professionnels, des secteurs professionnels, à qui j'ai soumis le projet qui était le mien. Parfois je l'ai affiné, parfois je l'ai amélioré d'ailleurs à leur contact. Je pense que c'était un moment qui était un moment important. Il s'avère par la suite de cette campagne que je me suis retrouvé en concurrence avec un candidat qui est quand même essentiellement un candidat des plateaux de télévision et de radio, et une candidate que je considère comme étant la candidate des grandes métropoles. Donc, la candidate du peuple que je suis, de cette France des oubliés. Vous savez, j'ai longtemps, il y a de nombreuses années, commencé à évoquer cette France des oubliés, c'est-à-dire cette France qui a le sentiment que la politique n'est pas ni conçue, ni appliquée, ni réfléchie pour elle. Eh bien, me donne, je crois aujourd'hui, une vraie singularité dans cette campagne. Je vois que passer les moments un petit peu de nouveauté, alors quand un candidat est nouveau, ça crée toujours un peu d'agitation, les médias, ça les intéresse, ça les passionne, parce qu'ils ont une histoire à raconter. Bon. Eh bien, la poussière de toute cette agitation étant retombée, on retrouve, je crois, une configuration qui sera la configuration du soir du premier tour, à savoir un second tour entre Emmanuel Macron et moi-même. Mais je ne le dis pas par gloriole, parce que d'abord ça n'est pas du tout dans mon caractère, mais je le dis par raison, en fait, d'abord par expérience et par raison. Par raison parce que je crois qu'il est cohérent que je me retrouve face à Emmanuel Macron dans un second tour. Pour une raison simple, c'est que je crois que nos projets sont véritablement très différents. Ce qui n'est pas le cas évidemment
d'Emmanuel Macron et de Valérie Pécresse qui ont, somme toute, sur quasiment l'intégralité des sujets, une vision qui est la même. Je le dis et je le redis, je pense qu'Emmanuel Macron est le candidat du mondialisme, hein, qui est une idéologie qui consiste à n'accepter aucune régulation à la mondialisation. Et moi, je suis la candidate de la nation, c'est-à-dire de la persistance de la nation avec tous les éléments structurants qui sont ceux de la nation, et notamment en matière de protection sociale et évidemment de souveraineté. Donc je pense qu'il y a une cohérence, encore une fois, à cette confrontation et que les Français vont souhaiter pouvoir choisir précisément entre deux modèles de société, peut-être même deux modèles de civilisation qui sont effectivement très différents l'un de l'autre. Bien, alors je pense qu'on va déjà partir sur les questions. Il y en a beaucoup qui... Je vois... J'ai une remarque sur ça, comme on peut s'entendre mieux et se voir mieux, si vous vous mettiez debout et vous décrivez votre mot et votre média, ça faciliterait la vie de tout le monde. Merci. Bonjour Madame Le Pen, Magda Pareska-Chevaux de la NHK, télévision japonaise. Ma question porte sur l'Union européenne. Vous en avez beaucoup parlé, bien évidemment. Mais je voulais savoir si donc, vous serez président de la République, quelle sera votre politique concernant l'Union européenne? Quelles sera les différences avec les politiques précédentes? Alors, si vous voulez, je vais essayer de monter un peu, parce que souvent, en politique française, je le regrette, on reste trop un peu au ras des pâquerettes. Je pense qu'il y a deux modèles possibles en Europe. Voilà. Il y a le modèle allemand, qui est un modèle, en quelque sorte, qui consiste à imposer un modèle unique, une uniformisation dans lequel devrait se couler l'intégralité des peuples en abandonnant une partie de leur souveraineté. Et puis, il y a, je crois, un modèle français. Quand je dis un modèle français, c'est que, je ne peux pas dire le modèle français, parce que Emmanuel Macron n'a pas défendu ce modèle. Mais je crois qu'il y a un modèle français. Ce modèle français, il est la conséquence de ce qu'est la France. C'est-à-dire un pays qui s'est construit avec des peuplades au tout départ très différentes les unes des autres et qui a réussi à créer les conditions d'une unité par l'intermédiaire, la France l'a fait, d'un État-nation, en préservant en réalité la diversité de chacun. Et c'est ça le modèle français. Le modèle français, c'est une Europe des nations libres et souveraines. C'est-à-dire une Europe où les peuples ont le droit de rester ce qu'ils sont, ne sont pas bousculés dans leurs traditions, ne sont pas bousculés dans leur identité, mais sont susceptibles de mettre en commun des éléments de coopération pour arriver à un objectif qui soit commun. Je crois que ce n'est pas du tout le cas de l'Union européenne actuellement. Donc, moi j'ai envie de vous dire, non seulement mon élection aura évidemment une importance très grande pour la France, mais pas seulement, je crois. Je crois également pour l'Europe. Et je pense qu'un certain nombre de pays européens sont conscients que si l'Allemagne est le cœur économique de l'Europe, parce qu'on l'a laissé devenir le cœur économique, la France est le cœur politique de l'Europe. Et le fait que la France n'ait plus rien à dire à l'Europe, le fait qu'elle n'impulse plus rien, le fait qu'elle n'ait plus de grands projets, le fait qu'elle ne conçoive pas l'Europe comme un espace qui pourrait être un espace entendu dans le monde, est un manque. Et donc la France est attendue, et je pense que l'Europe attend donc la France, et peut-être même le monde en réalité, attend l'Europe. Donc il y a un effet de cascade qui fait que mon élection pourrait beaucoup changer les choses sur la force, l'influence de l'Europe, constituée des différents pays, hein, dans le monde entier, en fait. Je te relancer, pardon. Donc, vous allez participer à votre premier Conseil européen. Quelles seront vos premières propositions? D'abord, mes premières propositions, c'est de suggérer que dans un certain nombre de domaines, on cesse d'aspirer les souverainetés nationales au bénéfice d'une souveraineté européenne qui n'existe pas, puisque là où il y a souveraineté, il y a peuple. Comme il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne. Donc ce serait, encore une fois, de définir les contours d'une Europe des nations libres et souveraines, donc une Europe qui rendrait aux différentes nations une part importante, bien sûr, de leur souveraineté.
Je pense notamment à l'immigration, puisque le pacte immigration et d'asile a pour vocation d'aspirer les souverainetés nationales. Et la vraie question qu'on se pose, c'est jusqu'où? Parce que si demain, c'est l'Union européenne qui détermine qui peut entrer, se maintenir dans tel ou tel pays de l'Union européenne, est-ce que demain, ce ne sera pas l'Union européenne qui souhaitera définir quelles sont les conditions pour devenir citoyen, par exemple, d'un des pays de l'Union européenne? Donc, moi, je mettrais un coup d'arrêt à cela et je me battrais pour que là où l'Europe peut conserver des compétences, qu'elle les exerce. Je pense notamment, mais le domaine économique, le domaine des échanges, car l'Union européenne n'a eu de cesse que de passer des accords de libre-échange avec le monde entier, mais en réalité, sans réfléchir aux conséquences que ces accords de libre-échange pouvaient parfois avoir sur nos secteurs économiques, sur notre agriculture. L'Europe nous a dit abaissez vos frontières nationales, je vais m'intéresser à protéger les frontières de l'Europe. La réalité, c'est qu'on a abaissé nos frontières nationales et qu'il n'y a jamais eu, en fait, de protection aux frontières européennes. Ça veut dire que nous nous imposons des normes, nous nous imposons des règles, nous les imposons à nos agriculteurs, nous les imposons à nos industriels, mais nous ne faisons rien pour empêcher des produits extra-européens d'entrer en Europe, alors que ces produits ne respectent pas précisément les normes, les règles, qu'elles soient environnementales ou en termes de sécurité, que nous nous imposons à nous-mêmes. Donc on crée les conditions d'une concurrence déloyale. Donc je veux dire, les chantiers à mettre en œuvre en Europe sont extrêmement nombreux, mais les premiers, les plus urgents, les plus prioritaires, tournent évidemment autour de la souveraineté, parce que la souveraineté, c'est la volonté du peuple, et tant qu'il y a des peuples, et moi tant que je me battrai, je ferai en sorte qu'il y ait des peuples, eh bien je veux qu'ils aient la capacité de maîtrise sur leur destin respectif. Excusez-moi, plusieurs, je suis ambassadeur de son de la Suède, donc, etc. Et plusieurs confrères et consoeurs qui suivent la conférence demandent la même question. Voyons que les sondages précédents, plus que 30% de soutien, si on ajoute les chiffres de M. Zemmour au vote, pouvez-vous imaginer un rassemblement avec Éric Zemmour? C'est la question. Mais vous savez, les électeurs sont libres. La réalité, c'est que l'organisation structurelle de la campagne présidentielle est ainsi faite qu'il ne reste que 2 candidats au second tour, de toute façon. Donc, je veux dire, les reports, en quelque sorte, d'électorat des uns sur les autres, de toute façon, s'effectuent au bénéfice de l'existence au second tour de 2 candidats. Moi, je pense que je vais gagner cette élection présidentielle. Je pense que je vais la gagner. Vous le sentez là? Oui, je le pense, mais je le sens. Enfin, c'est pas seulement je le sens, c'est encore une fois par expérience et par analyse de la situation. Parce que je pense que d'abord, je n'ai jamais eu en réalité un réservoir de voix, si je suis au second tour, hein, et je pense l'être, je n'aurais jamais eu un réservoir de voix aussi important que lors de cette campagne présidentielle de 2022. Et de surcroît, je pense que la rupture consommée entre Emmanuel Macron et une partie de la gauche fait qu'il n'y aura pas de front républicain pour venir sauver le soldat Macron contre Marine Le Pen. Et qu'une très grande partie de la gauche probablement s'abstiendra en cas de duel au second tour entre Emmanuel Macron et moi-même. Et donc il y a là tous les ingrédients, si je puis me permettre, pour envisager de manière sérieuse mon élection à la présidence de la République. Monsieur. Oui, Jonas Clausen au Danemark. Mais encore Zemmour, en fait, est-ce que vous avez une stratégie contre Éric Zemmour? Est-ce que vous avez abandonné en fait l'idée qu'il pouvait se joindre à vous si les sondages montrent qu'il n'a aucune chance? Ça, j'ai jamais eu trop cette idée parce que, pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que l'élection présidentielle est ainsi faite que matériellement, en réalité, on ne peut pas arrêter une élection présidentielle. Quand elle a démarré, elle a démarré. Voilà. Ne serait-ce que sur le plan matériel, on engage des fonds où il est nécessaire d'avoir des parrainages pour pouvoir participer à l'élection pour pouvoir en être remboursé. Donc moi je n'ai jamais pensé qu'à un moment donné dans la campagne, Éric Zemmour dirait Marine Le Pen est 5 points devant moi, donc j'abandonne et j'y vais pas. Je n'ai jamais cru à cela. Mais encore une fois, ce phénomène-là peut se dérouler lors du second tour.
pour le coup. Donc je n'ai pas de stratégie, si vous voulez, précise contre Éric Zemmour. Nous avons Éric Zemmour sur un certain nombre de sujets, l'immigration, l'insécurité, fait du copier-coller en réalité du projet qui est le nôtre depuis bien longtemps. Sauf que la différence, c'est que nous travaillons précisément ce sujet depuis très longtemps et nous avons très largement dépassé le stade du constat, où il est resté, lui. Il fait des constats. On sait bien, mais ça fait 40 ans qu'on fait ces constats et aujourd'hui, 85% des Français sont d'accord avec nos constats. Donc, je veux dire, bon, je ne suis pas sûr qu'il apporte quelque chose pour le coup dans ce débat. En revanche, il y a des solutions dont on doit discuter. Et nous sommes attachés à présenter aux Français de manière extrêmement précise, extrêmement rigoureuse, extrêmement travaillée, avec des magistrats, avec des juristes, avec des experts, un projet de loi référendaire, donc que nous allons soumettre et faire voter par référendum, qui est en même temps constitutionnel et législatif, et qui vise à refondre totalement le droit des étrangers en France, pour permettre enfin de contrôler cette politique d'immigration. Donc nous sommes beaucoup plus avancés que lui, et je crois beaucoup plus crédibles et sérieux dans ces domaines-là. Pour le reste, il y a très peu de différence économiquement entre Éric Zemmour et le candidat LR. C'est-à-dire que c'est une politique qui est faite pour les classes moyennes supérieures et qui porte assez peu d'intérêt, il faut bien le dire, aux classes populaires et aux classes moyennes. Moi Oui. Sky News. Alors, avec l'arrivée de Sky News Arabia, en fait, vous dites copier-coller, mais est-ce que vous craignez... C'est gentil d'arrêter votre livre. En général, c'est le moment où on n'arrive plus à l'éteindre. C'est horrible. Je viens un grand moment de solitude. Je suis désolé. Je vous en prie. C'est pas grave, c'est un petit interlude musical. Alors, vous avez dit copier-coller, Ouais. le programme de M. Zemmour, mais est-ce que vous craignez des divisions dans votre électorat suite à la candidature de Zemmour? Non, bah, si division il devait y avoir, elles auraient déjà eu lieu, si vous voulez. Quand je dis copier-coller, c'est sur les grands principes, parce que ce que je reproche à Éric Zemmour, c'est qu'il a rajouté, si vous voulez, à un constat en matière d'immigration que tous les Français font, et donc des outrances, des propositions brutales, excessives, qui en réalité contribuent à créer la division, là où précisément il y avait presque une unanimité chez les Français. Et tout ça est inutile, je veux dire, la France n'a pas besoin de fractures supplémentaires, Emmanuel Macron nous en a livré assez, merci. Je crois que les Français n'ont plus envie de cela. Mais je pense que non, en fait. Justement, les sondages le démontrent. Il y a peut-être eu au début, si vous voulez, un côté nouveauté qu'il a pu représenter, il a pu séduire, mais on voit bien que cette séduction s'est effacée aujourd'hui et qu'il est en train de redescendre doucement mais sûrement quand même dans les différentes études d'opinion parce qu'il a fait 4 promesses, madame, et que les 4 promesses ont été rompues. La première promesse, c'était de dire « Moi seul, je peux rassembler l'électorat RN et LR ». Bon, la réalité, c'est qu'il n'a rallié quasiment personne, sauf ce pauvre monsieur Pelletier, qui a déjà fait 9 ou 10 chapelles, malgré son jeune âge. Il a dit « Je suis le seul à pouvoir battre Macron ». Il s'avère que selon tous les sondages de second tour, il est celui qui peut le moins battre Emmanuel Macron. Il a dit « Je ne reculerai sur rien, je serai intransigeant sur mes positions politiques ». Il n'a eu de cesse que de reculer. Il a reculé sur l'islam, il a reculé sur la remigration, il a reculé sur le droit des femmes, il a reculé sur le mariage homosexuel. Enfin, il recule en permanence. Et puis la dernière promesse, si je puis me permettre, qu'il a faite, c'est de dire « Je suis un homme libre ». Et là, il vient d'admettre qu'il réclamait les parrainages à Valérie Pécresse, précisément parce que si Valérie Pécresse lui donnait ses parrainages, eh bien alors c'était la seule chance qu'elle avait de pouvoir arriver au second tour à ma place. Donc ça prouve qu'il n'est plus pas un homme libre en réalité, il n'est pas un homme libre, débarrassé des appareils politiques. Non seulement il dépend d'un appareil politique, mais en plus c'est pas le sien. Vous voyez, bon. Donc je pense que tout ça a créé une déception progressive, mais sûre, qui fait qu'aujourd'hui, il est plutôt sur une pente très déclinante par rapport
aux 16-17% et qu'il tutoyait pendant un moment dans le cadre de cette élection. Monsieur, tout au fond, J'aurais voulu rebondir, si vous voulez bien, là. Vous venez d'évoquer les parrainages, quand même un sujet qui fâche, un grand sujet en France. Oui. Je pense que vous les aurez. Mais je pense que beaucoup d'autres ne les auront pas, et c'est... Enfin, à vous de formuler des jugements. Non, mais c'est quand même un vrai problème. Non, mais il y a un problème fondamental avec cette affaire de parrainage depuis d'ailleurs plusieurs élections. La réalité, c'est que ce dispositif des parrainages, dont l'objectif initial était d'empêcher des candidatures farfelues, délirantes, etc., a été totalement dévoyé. Aujourd'hui, la publication du nom des parrains permet en fait de les soumettre à des chantages, et notamment des chantages aux subventions qui sont effectués par des conseils départementaux, qui sont effectués par des conseils régionaux, qui sont effectués par des communautés d'agglomération ou des communautés de communes. Donc ça revient en fait à permettre à un ou deux partis politiques de décider qui est candidat et qui n'est pas candidat. Et dans un effet complètement paradoxal, plus le candidat est minime, et moins il représente un danger, entre guillemets, pour les grands partis sur le plan électoral, et plus il a la chance d'avoir ses parrainages. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une Madame Hidalgo qui dit j'ai 2000 parrainages et qui pèse 3% dans les sondages, et on se retrouve avec des candidatures comme la mienne, arrivée au second tour la dernière fois, qui mettent une énergie folle, un temps fou, à essayer d'obtenir ce fameux sésame des 500 parrainages. À chaque élection, c'est la même chose. À chaque élection, les dirigeants disent on va changer ça. À chaque élection, ils laissent la situation en l'état, alors qu'il suffirait juste de dire on ne rend plus public le nom des maires qui parrainent. C'est aussi simple que ça. Le Conseil constitutionnel vérifie la réalité du parrainage. Personne n'a besoin de savoir, ça n'apporte aucun élément d'information, puisque précisément, le parrainage n'est pas un vote. Ou alors, on rétablit le vote censitaire, c'est-à-dire le vote des grands électeurs. Mais le parrainage n'est pas un vote, il n'y a donc aucune raison pour que ce parrainage soit frappé d'une nécessité de transparence. Vous voyez ? Monsieur, tout au fond, parce qu'on va aller de... Je suis Andrew Lessing du New Statesman de Londres. Et j'ai une seule question. Le Brexit, est-ce que c'était un acte de courage, comme il avait bien dit Michel Houellebecq, ou est-ce que c'était un acte de folie? Et les mauvaises relations franco-anglaises en ce moment, est-ce que c'est la faute de Johnson, ou Macron, ou les deux? Alors, ça n'est ni un acte, pardon, mais ça n'est ni un acte de folie, ni un acte de courage, c'est un acte de souveraineté. Voilà. Après, ça dépend de la vision qu'on a de la souveraineté. Moi, j'aime la souveraineté. Je veux dire, c'est juste le respect de la volonté exprimée par un peuple qui décide de reprendre la main sur son avenir. Bon, après, il en fait ce qu'il en veut de son avenir. C'est pas le Brexit en soi qui va déterminer l'avenir de la Grande-Bretagne. Ce sont les décisions qui seront prises, souveraines, en vertu précisément de la liberté retrouvée de les prendre. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les insultes, c'est le tombereau d'insultes qui sont tombés sur les Britanniques, sur les dirigeants britanniques, parce qu'ils avaient décidé de demander à leur peuple ce que le peuple souhaitait faire. Donc vous voyez, je crois que c'est très révélateur de la manière dont les élites européennes considèrent les peuples aujourd'hui. Soit ce sont des gêneurs, soit il faut les contourner, soit il faut passer par-dessus leur tête, soit même, si j'en crois les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, il faut les combattre. Bon, c'est une vraie fracture. Concernant les mauvaises relations, écoutez, moi je suis une optimiste, donc j'espère que quand Macron sera plus là, on réglera le problème avec la Grande-Bretagne. Voilà, moi il me semble quand même qu'il y a une part de revanche un petit peu de la part des dirigeants britanniques à l'égard de Français qui les ont très maltraités, il faut être honnête. Enfin, Mme Pécresse avait dit, souvenez-vous, il faut que le divorce soit le plus douloureux possible pour que personne n'ait envie de sortir. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas un Britannique qui a oublié que c'est M. Barnier qui reste, malgré ce qu'il voulait bien dire, un Français, qui a mené cette négociation où se sont succédés les actes et les propos d'intimidation, de menaces, de chantage.
Bon, je pense qu'en partie, on paye, si vous voulez, ce comportement. Si on avait traité cette négociation avec le respect qui était dû au peuple britannique, comme d'ailleurs le respect que l'on doit à tous les peuples, très certainement, aujourd'hui, nos pêcheurs ne seraient pas un peu la victime de cette réponse du berger à la bergère, comme on dit en France. Agda Banak, je représente la presse polonaise et je voudrais vous poser une question que beaucoup de mes confrères se posent actuellement. Et vous savez que le tribunal polonais a pris dernièrement la décision sur la supériorité du droit national sur le droit européen. Est-ce que le jour où vous deviendrez présidente, est-ce que la France prendra la même décision? Alors je fais mieux que ça puisque j'ai intégré cela dans le référendum constitutionnel sur l'immigration que je ferai voter dans les mois qui suivront mon élection. C'est-à-dire qu'il y a une disposition dans la Constitution qui sera intégrée indiquant que la Constitution a une valeur supérieure à tout texte juridique européen. C'est-à-dire que l'intégralité du corpus juridique européen qui rentrerait en contradiction avec la Constitution française ne pourrait donc pas s'appliquer comme il le fait directement en droit national. J'ai donc, non seulement je suis en accord avec ça, mais j'ai évidemment félicité la Pologne, et j'ai eu l'occasion de le faire d'ailleurs de visu, puisque je me suis rendu, vous le savez, en Pologne il y a peu. J'ai félicité la Pologne et j'ai félicité la Hongrie de rappeler que la loi, et notamment la loi suprême, hein, la constitution de chaque pays, est l'émanation de la volonté du peuple et que l'on ne peut rien faire contre la volonté du peuple, ou alors on n'est plus dans une démocratie. Alors c'est un autre régime politique, mais qu'on ne peut plus appeler démocratie. Donc bien sûr, je soutiens cette vision des choses. Monsieur, avec le masque bleu, Bonjour, Mauro Zalon du quotidien italien Il Foglio. on vous entend mieux. Quel est votre avis sur la personne de Mario Draghi, président du Conseil italien? Et est-ce que vous pensez que Mario Draghi est une chose positive pour l'Europe? La deuxième question, vous savez, en novembre a été signé par la France et l'Italie les traités du Quirinal, de coopération renforcée, et je voulais vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Bon. Merci. Sur Mario Draghi est celui qui a été un des premiers à fouler aux pieds totalement les textes européens. Pour le coup, je m'en suis réjoui. C'est quand il a commencé à faire de la création monétaire. Je vous rappelle que c'était strictement interdit par les traités. Hein. Et que d'ailleurs, quand moi j'étais candidate et que je réclamais à l'époque, hein, j'ai entre-temps changé d'avis puisque la situation précisément a évolué sur ces sujets-là aussi. De la création monétaire, on me traitait de folle. Bon, je note que quand c'est Mario Draghi qui l'a mis en œuvre, on a trouvé ça bien. Bon, il n'en demeure pas moins que je pense que cette création monétaire aurait dû être faite à destination des pays et non pas à destination des banques. Mais ceci m'a conforté dans l'idée que l'euro devait être quand même relativement bancal pour qu'il ait fallu, on doit pas être loin de tutoyer les 3 000 milliards maintenant, de 2500 ou 3000 milliards de création monétaire européenne pour réussir à lui sauver, à assurer sa survie. Bon. Maintenant, Mario Draghi est un européiste. Il est pour le renforcement des pouvoirs de la Commission européenne. En cela, je ne peux pas être d'accord avec Mario Draghi. Alors j'entends bien qu'aujourd'hui, il a réussi à obtenir un prêt, enfin un plan de relance extrêmement important pour l'Italie, très avantageux pour l'Italie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la France, elle, n'a pas eu droit à un prêt de relance aussi avantageux, hein, puisque nous n'avons eu que, je crois, 40 milliards, me semble-t-il. Hein. Nous n'avons eu que 40 milliards, mais nous sommes caution solidaire sur 70 à 80 milliards. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que le deal n'est pas très avantageux pour nous. Donc, si vous voulez, j'entends bien que les dirigeants politiques aient fait le choix d'une union nationale pour permettre, en réalité, de pouvoir peser, parce que c'est ça l'idée, je pense, de pouvoir peser sur la manière dont ce plan de relance va être utilisé en Italie, mais je ne crois pas qu'on puisse en tirer une forme de soutien général à Mario Draghi. Enfin,
comprenez ce que je veux dire? Et sur le traité du Quirinal, sur ces traités de coopération renforcée, qui était un peu qui a été signé sous le modèle de celui de Aix-la-Chapelle avec l'Allemagne, quel est votre avis? Moi, je suis contre, je l'ai dit, je me suis opposé, encore une fois, à ce traité d'Aix-la-Chapelle, mais je m'y suis opposé parce qu'en réalité, je pense que je suis contre le traité de défense européenne et je suis contre le fait de multiplier en commun une forme des forces militaires avec l'Allemagne. Je pense d'abord que la France doit rester maître de ses forces militaires, elle doit rester maître de son savoir-faire, elle doit rester maître de ses technologies. C'est d'ailleurs ça qui lui permet de vendre. Parce que c'est parce que la France est indépendante sur la maîtrise globale de ses défenses qu'elle est un partenaire apprécié par les acheteurs. Mais deuxièmement, parce qu'on n'a rien à voir avec l'Allemagne, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a aucune vision commune, on a beaucoup plus de points communs, pour le coup, avec la Grande-Bretagne qu'on peut en avoir avec l'Allemagne. J'ai d'ailleurs proposé, moi, l'approfondissement des accords de Lancaster House, parce que je pense qu'on a la même vision avec la Grande-Bretagne. On a des points communs très importants. On n'est pas une puissance continentale, nous sommes tous les deux des puissances mondiales. Nous avons tous les deux une force nucléaire. Nous avons tous les deux la même vision des capacités d'intervention. Ce n'est pas du tout le cas avec l'Allemagne. On se retrouve donc coincé, en fait, dans un système avec l'Allemagne, où c'est l'Allemagne, on construit ensemble, mais c'est l'Allemagne qui décide à qui on a le droit de le vendre. Bah, je suis désolé, mais ça pose un énorme problème. Et d'ailleurs, à qui on a le droit de le vendre dépend de la nature de la coalition allemande. Donc ça peut en plus changer de manière régulière. Donc je pense que c'est une très mauvaise décision, et ça va, à mon sens, tout à fait à l'encontre de la souveraineté. Et puis il y avait autre chose dans l'accord de Lancaster House quand même, hein, dans l'accord de traité d'Aix-la-Chapelle, c'est qu'il était suggéré qu'il faudrait que la France puisse soit co-siéger avec l'Allemagne au Conseil de sécurité, soit même, parce que ça a été dit, envisagerait de céder sa place à l'Union européenne au Conseil de sécurité. Donc inutile de vous dire, j'y suis évidemment absolument et totalement opposé. Madame. Oui, bonjour, Catherine Field, Média Nouvelle-Zélande. J'ai une question sur la présence de la France dans le monde, surtout dans le Pacifique, après cette rupture entre la France et l'Australie, après le AUKUS. Et sur la deuxième question, la présence de la France dans le Sahel. Alors, moi j'ai beaucoup regretté, vous imaginez bien ce qui s'est passé, parce que je crois que précisément, la France a un rôle très important à jouer dans la région Indo-Pacifique et aurait pu être un appui de très grande valeur dans cette région Indo-Pacifique. Bon, il n'en demeure pas moins que nous avons quand même conservé, enfin, un référendum a eu lieu, vous le savez, hein, notamment en Nouvelle-Calédonie, où la Nouvelle-Calédonie, malgré les influences évidemment étrangères, a décidé de rester française, mais je pense que nous devons approfondir nos relations avec un certain nombre de pays pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions dans cette région Indo-Pacifique. Concernant le Sahel, concernant le Sahel, nous y sommes bien seuls, quoi, faut être honnête. Hein. Non seulement nous y sommes bien seuls, mais en plus nous finançons en réalité depuis des années la lutte contre les groupes armés terroristes au bénéfice, il me semble quand même, de l'intégralité de l'Europe, mais sans que l'Union européenne ne daigne participer au financement qui reste intégralement à la charge de la France. Il est sûr que cette situation sera difficile à tenir sur le long terme, mais permettez-moi d'élargir un peu le débat en disant que l'Union européenne est absolument inexistante, inerte dans l'intégralité des domaines en matière de diplomatie. Je veux dire, l'Union européenne ne sert à rien, l'Union européenne n'est entendue par personne, l'Union européenne n'est respectée par personne. Et s'il en fallait encore une démonstration, même s'il y en a déjà beaucoup d'exemples, je pense que la situation ukrainienne en est la dernière démonstration. Enfin, rendez-vous compte quand même que nous ne sommes même pas assis autour de la table, que nous comptons pour quantité négligeable, et qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation
mais incroyable, où alors que l'on parle quand même de l'Ukraine, qui est un pays qui est sur le continent européen, même s'il n'appartient pas à l'Union européenne, il est sur le continent européen, eh bien ces affaires sont réglées entre la Russie et les États-Unis. Bon, donc je pense que l'idée d'avoir transféré nos capacités d'influence, nos capacités diplomatiques à l'Union européenne a été une erreur absolument majeure. Comme à chaque fois que l'Union européenne touche à quelque chose, eh bien l'or s'est transformé en plomb. Voilà. Une question devant la fenêtre là, et je vous propose de reprendre un peu de souffle avant. Oui, Richard Verly du quotidien suisse. On vous voit, s'il vous plaît. Mais pas debout, je t'attendais pas. Je vous vois sinon. Richard Verly du quotidien suisse Le Temps, une double question. Éric Zemmour a eu des déclarations extrêmement fortes sur les immigrés clandestins actuellement sur le sol français, ceux qui sont déjà là, proposant de les renvoyer, notamment avec des charters qu'il serait prêt à louer, voire à acheter s'il était élu président. Est-ce que c'est un propos auquel vous souscrivez, ou une option plus exactement? Et deuxième question, vous parliez de l'Union européenne et de la Russie. Pour vous, où s'arrêtent aujourd'hui les frontières de l'Union européenne? Je fais bien sûr référence à l'élargissement, aux autres élargissements potentiels. Bien. Si vous voulez, les déclarations d'Éric Zemmour, que je n'ai pas entendu précisément, donc je ne sais pas auquel. C'était une interview dans Valeurs Actuelles. Mais disons que, si vous voulez, il y a des lois en France, quoi. En France, il y a des lois. Voilà, la loi, elle dit qui a le droit d'être là et qui a le droit de s'y maintenir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que tous les pays du monde ont d'ailleurs les mêmes lois. Mais en France, il est maintenant acquis qu'il est normal de ne pas respecter la loi. Donc moi, je considère qu'il faut respecter la loi. Maintenant, si vous voulez, je pense que une politique qui se limiterait à essayer d'empêcher les gens d'entrer ou à les renvoyer chez eux est une politique qui serait probablement décevante. C'est la raison pour laquelle je pense que si bien sûr il faut mettre en œuvre le respect de la loi, il faut aussi mettre en place une politique dissuasive d'immigration. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que la France arrête d'être un pays extrêmement attractif, notamment pour l'immigration clandestine, parce que si elle continue à être très attractive, eh bien nous n'arriverons pas à empêcher les gens de continuer à arriver, parce que, et on le comprend bien d'ailleurs, souvent ils fuient une situation difficile ou seulement ils espèrent une vie meilleure. Et on peut parfaitement les comprendre. Donc moi, je l'ai souvent dit, je n'en veux pas aux immigrés, y compris clandestins, de chercher à venir en France. J'en veux aux responsables politiques qui les y incitent plutôt que de les dissuader en réalité de venir. Donc je pense qu'il y a une politique globale à mettre en œuvre et je suis convaincu qu'en mettant en place une politique dissuasive d'immigration, une partie des immigrés clandestins très certainement repartiront d'eux-mêmes d'ailleurs. Sur les frontières. Ah oui, sur les frontières. Les frontières, elles s'arrêtent où, les frontières de l'Union européenne? Pour l'instant, on sait où elles s'arrêtent, mais moi je suis, en ce qui me concerne, plutôt opposé à toute forme d'élargissement nouveau. Voilà, parce que je pense que c'est la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Si vous voulez, moins ça marche et plus on grossit. Bon, et plus on grossit et moins ça marche. Donc on peut continuer comme ça indéfiniment, mais il m'apparaît qu'il ne faut plus élargir l'Union européenne, en tout cas tant que l'Union européenne n'est pas une Europe, n'est pas une union, une alliance des nations européennes libres et souveraines. Voilà, tant qu'on est dans le fonctionnement actuel, je suis opposé à toute forme d'élargissement. Bonjour, Kevin Tang de Epoch Times, siégé à New York. Deux questions sur la Chine. L'Institut de recherche stratégique de l'école militaire de Paris a publié en septembre dernier un rapport de 600 pages intitulé Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien, et qui explique comment le régime communiste chinois infiltre le monde entier, notamment les pays développés, et comme la France, comme les États-Unis, etc. Et moi j'ai une information qui dit que en fait Hu Jintao, le prédécesseur de Xi Jinping, a considéré autour de l'an 2005 à l'an 2006 que la France est le pays le plus infiltré par le régime communiste chinois. Et ma première question c'est que
une fois élue présidente de la République, que vous feriez-vous pour arrêter les infiltrations du régime communiste chinois? Ma deuxième question, c'est que le régime communiste chinois devient de plus en plus menaçant au détroit de Taïwan et en mer de Chine du Sud. Et même la France a envoyé un bâtiment de guerre dans la zone l'année dernière, l'Allemagne aussi, le Royaume-Uni aussi, même les Pays-Bas, sans parler du Japon, de l'Inde, etc. Et ma deuxième question, c'est que ferez-vous, une fois élu président de la République, pour défendre les intérêts du monde libre et de la France aussi, parce que la France a un intérêt important dans la zone. Et surtout face à une éventuelle guerre chaude entre Taïwan et la Chine, qui impliquerait probablement le Japon et les États-Unis et l'Australie, par exemple. La question, voilà. Non mais j'ai bien compris la question. Parce que vous voulez, c'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure de la présence de la France dans la région Indo-Pacifique et de la nécessité, encore une fois, d'approfondir les relations dans le cadre, dans cette région Indo-Pacifique. C'est aussi pour cette raison. Mais concernant la position de la France par rapport à Taïwan, je ne changerai rien à la position de la France actuelle. La réponse est très claire. Pour le reste, la Chine influence ou cherche à influencer ou infiltrer les réseaux d'influence français. Oui, mon pauvre monsieur, comme à peu près toutes les puissances mondiales. En effet, les États-Unis également font ça. Je pense qu'en partie, la Russie également cherche à le faire. Ça n'est ni une nouveauté, ni une surprise. C'est l'histoire du monde qui est ainsi faite que les puissances cherchent à s'influencer les unes les autres, à s'écouter les unes les autres. On le sait. Je crois qu'il ne faut pas surjouer l'indignation dans ces domaines. Il faut mettre en place des moyens qui sont des moyens diplomatiques. Et pour cela, il faut avoir des relations, bien entendu, avec les grandes puissances, avec les États-Unis, avec la Chine, mais il faut aussi en avoir avec la Russie pour essayer de contenir ces tentatives d'infiltration le plus efficacement possible et accessoirement préserver également nos secteurs économiques quand ils sont l'objet de visées qui sont un peu trop pressantes. Mais je veux dire, c'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour l'extraterritorialité du droit américain, je suis désolé de vous le dire. Si vous voulez, quand les États-Unis mettent en prison un Français pendant 24 mois pour forcer la main et font du chantage au président de Alstom, et font des menaces au président de Alstom pour pousser Alstom à vendre à General Electric, voilà, c'est pas plus agréable, c'est pas plus admissible. Il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas être naïf. Il faut savoir que ça existe et il faut retrouver surtout de la puissance et de l'influence. Je pense que c'est ça qui manque à la France aujourd'hui. C'est qu'en réalité, à mon avis, elle perd de sa puissance. Comme elle perd de sa puissance, elle perd des alliés. Comme elle perd des alliés, elle perd de sa puissance. Et c'est une forme de cercle vicieux auquel je veux mettre fin pour rendre à la France et sa puissance et ses alliés, et donc plus de puissance et encore plus d'alliés. Mais il y a deux différences importantes. D'abord, c'est un régime totalitaire. Non, je suis désolée, tu as été très long. Maintenant, il faut donner la parole à d'autres. Il y a énormément de questions. Khaled. Pardon, attends, je suis très à l'aise, parce que moi je ne suis pas comme les républicains, je n'ai pas signé un accord avec le Parti communiste chinois. Bon. Donc vous voyez que j'en parle avec beaucoup de tranquillité. Khaled Sarzaloul, journaliste égyptien, Al-Baouba News d'Égypte et la Majalla de l'Arabie Saoudite. Le gouvernement français a un document qui désigne les pays qui financent le terrorisme, tout ça, mais malheureusement, ils continuent toujours à faire des relations avec parce qu'ils investissent avec des sommes colossales en France. Si vous êtes présidente, est-ce que vous coupez les relations avec ces pays-là? Quelle sera votre relation avec le monde arabe? Et ici, en peuple, il y a des Arabes français, Africains français. Quelle sera votre... Moi, par principe, je suis réticente à couper les relations diplomatiques avec un pays. Parce que je pense qu'il faut toujours qu'il y ait un canal diplomatique. Voilà. Sauf vraiment
déclaration de guerre ou contre mon propre pays. Je pense qu'il faut toujours qu'il y ait un canal diplomatique. Mais ce qui est sûr, c'est que il m'apparaît que mettre tout le monde sur le même plan n'est pas de bonne politique. Je pense qu'il faut que les pays, notamment les pays qui luttent contre le fondamentalisme islamiste, qui est un des grands dangers qui pèsent sur la France aujourd'hui, pas seulement sur la France, mais voilà, moi j'ai pas vocation à être présidente du monde, enfin je ne me suis pas présentée à l'élection, j'ai vocation à être présidente de la France. Donc à partir du moment où l'islamisme et l'idéologie qui a tué sur le territoire français continue à le faire, eh bien il m'apparaît que l'on doit essayer d'avoir des relations diplomatiques plus poussées et technologiques et peut-être militaires plus poussées avec les pays qui luttent contre le fondamentalisme islamiste que ceux qui, pour le moins, peuvent être ambigus à son égard. Voilà. Je ne veux pas porter d'accusation formelle, je ne suis pas en situation d'avoir les éléments comme là, le ministère sûrement des Affaires étrangères, mais il est sûr qu'un certain nombre de pays ont, au moins par le passé, financé le fondamentalisme islamiste, cherché à financer celui-ci dans les banlieues françaises. Cela doit faire l'objet d'une action diplomatique extrêmement ferme, car il n'est pas admissible que quelques pays que ce soit s'amusent à venir financer chez nous les ferments d'une idéologie qui tue nos propres compatriotes. En revanche, les pays qui luttent contre le fondamentalisme islamiste devraient être véritablement considérés comme des alliés et même des amis. Et pour les Arabes et les Africains, quelle sera votre politique intérieure? C'est-à-dire, par exemple, on pensait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Arabes et Africains qui ont évité à vous voter, malheureusement, il vous a mal compris. Maintenant, ils voient Zemmour, ils savent que vous n'êtes pas raciste, au contraire, vous êtes logique et modéré. Et lui, c'est le vrai raciste. Donc maintenant, quelle sera votre politique pour les Arabes et les musulmans? Mais moi, j'ai pas de politique. Je veux dire l'islam de France. Si vous voulez, moi, je n'ai pas de politique communautariste. Moi, je suis très attaché à la Constitution française. La Constitution a imposé, a acté qu'en France, le principe, c'est la liberté de conviction, y compris religieuse. Car il y a quelque chose d'étonnant en France, c'est que la religion est considérée comme une conviction, comme une autre. Voilà. Eh bien, je considère que la religion est une conviction comme une autre, et qu'à ce titre, elle doit être protégée, comme l'indique la Constitution française. Donc moi, je l'ai dit de la manière la plus claire, je ne mélange pas la religion et l'idéologie. C'est-à-dire, je ne mélange pas l'islam et l'islamisme. L'islam est une religion, et à ce titre, elle ne pose aucune difficulté, au même titre que les autres religions. L'islamisme est une idéologie totalitaire, c'est-à-dire dont l'objectif est de soumettre les autres, de les priver de liberté, d'imposer ses règles, d'imposer ses croyances, d'imposer son mode de vie. Et cette idéologie islamiste, je la combattrai sans aucune faiblesse. J'ai d'ailleurs fait un projet de loi, une proposition de loi en l'occurrence, mais qui est une proposition de loi de lutte contre le fondamentalisme islamiste, clairement, contre l'idéologie, partout où elle sera, tout ce qu'elle financera, toutes les expressions qui seront les siennes, quand elle recrute, les lieux, les livres, les films, voilà. Elle n'aura plus un seul espace d'oxygène, cette idéologie islamiste, sur le territoire français. Mais qu'en est-il des musulmans de France? Est-ce que vous ne faites pas l'amalgame entre islamisme et musulmans? Ah mais pas du tout. Encore une fois, moi je lutte contre l'idéologie islamiste. Les musulmans, pardonnez-moi, mais les musulmans sont la principale source qui a dit ça d'homo, notamment Zemmour. Non mais moi j'ai jamais dit ça. Moi je veux dire, j'ai sur ce sujet une différence fondamentale avec Zemmour, il ne cesse de le dire. Voilà, moi je considère qu'encore une fois je ne mélange pas l'islam et l'islamisme. Voilà, je ne les mélange pas. Je considère que les musulmans sont musulmans. Vous savez, je rentre de Mayotte, pardon. Et Mayotte, c'est 97% de musulmans. Département français, 97% de musulmans. J'y ai été accueilli à bras ouverts. Et j'ai d'ailleurs pu montrer aux journalistes qui étaient présents avec moi. Je dis, vous voyez, vous êtes ici dans un département où 97% des habitants sont musulmans.
Est-ce que vous avez ressenti une pression quelconque, est-ce qu'un poids quelconque? Non, pas du tout. Donc c'est bien l'idéologie qui est à combattre, et qui est à combattre aussi pour permettre d'ailleurs au passage aux musulmans d'être totalement libres de l'exercice de leur foi. Car je crois que dans certaines banlieues françaises, les musulmans ne se sentent plus libres de pouvoir vivre leur croyance comme ils le souhaitent, pas comme le décident les tenants de l'idéologie islamiste, comme ils le souhaitent. Chacun se détermine en fonction de lui-même, si vous voulez, dans le domaine de la religion, vous voyez. Et je pense que mon action visera également à leur redonner une liberté que pour beaucoup, je pense, ils ont perdu dans les quartiers français. Bon, nous avons d'abord deux questions là qui correspondent à nos amis qui sont en face, qui nous regardent et qui voudraient, je crois que c'est les questions que vous allez poser. Oui, je voudrais poser une question, rebondir sur l'immigration. En fait, je voudrais parler de l'immigration dans le contexte de ce qui se passe actuellement sur la frontière polono-biélorusse, qui est aussi la frontière de l'Est de l'Union européenne. Vous savez que beaucoup d'États de l'Union européenne critiquent la politique polonaise appliquée dans ce contexte. Qu'en pensez-vous? Quel est votre point de vue? Je soutiens à 100% les Polonais sur ce sujet. Voilà, à 100%. La réalité, c'est que le gouvernement biélorusse utilise, comme l'a fait d'ailleurs M. Erdogan, utilise l'arme migratoire comme une arme d'une nouvelle catégorie, en fait, qui est une arme de chantage. Si vous ne me donnez pas ce que je souhaite, eh bien, je lancerai à l'assaut de votre frontière des immigrés que je suis allé chercher pour ce faire. C'est ce qu'a fait la Biélorussie. Je pense que la Pologne a eu parfaitement raison de ne pas céder à ce chantage, car si elle avait cédé, alors ce seraient des centaines de milliers probablement de personnes qui seraient venues se masser aux frontières, manipulées peu ou prou par tel ou tel gouvernement qui cherche à faire céder soit un pays, soit une organisation internationale. Donc je trouve que utiliser des hommes comme une arme est inadmissible et que par conséquent la Pologne a parfaitement eu raison de ne pas céder. D'ailleurs, l'avenir l'a démontré, enfin la suite l'a démontré, puisqu'en ne cédant pas, eh bien, la Biélorussie a été contrainte de ramener à leur point de départ les hommes et les femmes qu'elle avait utilisés pour s'en servir comme d'une arme. Voilà. Et la cruauté de cette politique ne vous effraie pas? Non, moi je trouve que la cruauté, c'est précisément de ne pas être clair avec les migrants. La cruauté, c'est de leur dire que s'ils arrivent à échapper à la noyade, s'ils arrivent à échapper aux passeurs, s'ils arrivent à échapper à ceux qui font de la traite d'êtres humains et qui les transforment en esclaves, ben peut-être ils auront une chance de pouvoir vivre clandestinement en Europe. Je pense que leur lancer ce signal-là, cette espèce de Koh-Lanta de l'horreur, c'est la pire des cruautés en réalité. Je pense que la franchise et l'honnêteté et l'humanisme consistent à leur dire « nous n'avons plus rien à vous offrir ». Car nous sommes, et c'est le cas de la France, un pays qui a 9 millions de pauvres, qui a 5,8 millions de chômeurs, qui a un tiers de la population qui ne se soigne plus correctement parce qu'il n'en a plus les moyens. Nous ne sommes plus une terre d'immigration. Ça, c'est un discours de vérité, ça, c'est un discours humaniste, plutôt, encore une fois, que de voir des milliers de personnes tenter une aventure qui est une aventure bien souvent mortelle, avec l'espérance de pouvoir terminer dans les culs de basse-fosse de nos banlieues parisiennes. Voilà. Est-ce que je peux relancer juste, excusez-moi, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la politique dissuasive pour cette question. Est-ce que vous pourriez préciser? Ah ben très clairement. Si vous voulez, le problème de la politique française, c'est qu'en réalité, elle est fondée justement sur une profonde malhonnêteté qui consiste à dire vous arrivez comme clandestin en France, en gros vous avez une chance sur 4 d'être régularisé, et quand vous serez régularisé, vous avez une chance sur 4 de devenir français. Ça, c'est une politique en fait attractive d'immigration. C'est-à-dire que les gens risquent leur peau, tentent leur chance
parce qu'effectivement, il y a une chance sur 10, sur 20 qu'ils puissent arriver à leur fin. Une politique dissuasive, ça consiste à dire ne le tentez pas, vous ne l'obtiendrez pas. Voilà. Donc ça ne sert à rien de venir. Moi, je supprimerai de la loi la possibilité de la régularisation même des clandestins. Soit vous venez légalement sur le territoire national parce qu'on vous a autorisé à le faire, soit vous y venez illégalement et vous ne pourrez pas obtenir une régularisation, sauf, je l'ai dit, cas vraiment exceptionnel en Conseil des ministres, où un clandestin aurait un comportement héroïque qui justifie qu'on lui accorde le droit de rester. Il faudra retourner chez vous et revenir légalement pour pouvoir avoir le droit d'être là. Ça veut dire qu'en politique d'asile, par exemple, je souhaite que les demandes d'asile s'effectuent dans n'importe quel consulat ou n'importe quelle ambassade de France, dans n'importe quel pays du monde. Elles seront traitées à ce niveau-là, et celui qui aura le droit de venir, alors pourra rejoindre le territoire national pour éviter qu'on ait en réalité des dizaines de milliers ou centaines de milliers de gens qui sont là, qui se sont vus refuser le droit d'asile et qui continuent à rester sur le territoire. Ça veut dire que quand un étranger vient en France, il faut qu'il subvienne à ses propres besoins. Il ne peut pas venir en disant la communauté nationale va contribuer à mes propres besoins. Donc, tout ce qui concerne la protection, les prestations de solidarité, c'est-à-dire les APL, donc les aides au logement, le RSA, eh bien, ne pourront être obtenus par un étranger que quand il aura travaillé 5 ans d'équivalent temps plein en France. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est l'idée de dire, si vous venez avec des critères et des conditions qui sont raides, c'est vrai, mais qui sont raides parce que précisément on a eu tellement d'années de laxisme en France qu'on finit par avoir aujourd'hui une situation qui est explosive et une situation de saturation. En fait. Nous avons beaucoup de questions, on a encore du temps. Bon, tu as d'abord Emma, monsieur, et on continue la Suisse derrière. On a beaucoup parlé de l'islamisme. Beaucoup de conservateurs savoir un petit peu sur des autres extrémismes, notamment comme les organisations comme Génération Identitaire. Êtes-vous d'accord avec de dissoudre cette organisation et des autres comme les OAB Paris, etc., qui ont apparu dans le meeting de Zemmour? Je ne suis pas sûr, enfin, c'est difficile de rentrer dans le détail parce que je pense que les OAB de Paris sont une organisation un peu comme les Antifa, l'équivalent, c'est-à-dire fondée vraiment sur la mise en œuvre de la violence, et ce qui n'était pas le cas de Génération Identitaire. Il faut être honnête, Génération Identitaire n'a jamais blessé personne, n'a jamais fait de manifestation violente, donc je pense qu'on ne peut pas comparer des choses, en l'occurrence, qui ne sont pas comparables. Il y a des organisations extrémistes, elles sont régulièrement dissoutes par le gouvernement. Il n'y a qu'un malheur, c'est que c'est toujours d'un côté, jamais de l'autre. Parce que vous voyez, nous on est victimes des antifas en permanence, il y a des organisations dites antifascistes qui sont en fait des fascistes, c'est-à-dire que leur moyen d'action, c'est la violence. Ce sont eux qui font dégénérer toutes les manifestations en France depuis plus de 5 ans, que ce soit des manifestations sociales, que ce soit des manifestations comme celle des Gilets jaunes. Ce sont ces gens-là qui, habillés, cagoulés de noir, avec des barres de fer, détruisent les commerces, s'attaquent aux forces de l'ordre, et jamais aucune association milice d'extrême gauche n'a jamais été dissoute par aucun gouvernement. Donc moi je veux bien qu'on soit raide, mais à ce moment-là on est raide aussi avec ceux qui, pour le coup, sont porteurs d'une violence absolument systématique dans notre pays. L'ultra-droite n'est pas un grand problème en France. Pardon? L'ultra-droite ou l'extrémisme, l'ultra-droite n'est pas... Je sais pas, donnez-moi une manifestation qui a suscité des... J'en sais rien, mais madame, la question n'est pas là, moi je ne défends pas l'ultra-droite. Si l'ultra-droite faisait des manifestations, commettait des violences de manière systématique, appelait à la violence comme un moyen d'action politique, il faut les dissoudre. Je veux dire, j'ai aucun problème avec ça. Je ne me sens pas plus de points communs avec l'ultra-droite qu'avec l'ultra-gauche, je vous le dis clairement. J'ai aucun problème avec ça. Bien souvent d'ailleurs, ce sont des opposants extrêmement virulents à mon égard, vous le savez très certainement. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est je dis, il faut quand même qu'il y ait une justice et qu'il y ait une égalité. Or moi je suis désolé, mais allez sur des sites antifa, vous verrez que ce sont des affiches, les affiches même de ces gens-là sont des affiches qui appellent à la violence, qui appellent parfois au meurtre des opposants politiques. Leur action est assumée comme étant des actions de violence.
Ce sont les mêmes d'ailleurs qui vont dans les Davos, etc., qui détruisent tout sur leur passage, qui s'attaquent aux forces de l'ordre. Ces gens-là ne sont jamais dissous. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, donc autant moi je n'ai pas de complaisance à l'égard de l'ultra-droite, autant je soupçonne les gouvernements respectifs à la tête de la France d'avoir une complaisance avec les milices d'extrême gauche. L'autre jour, vous avez dit que vous avez mûri comme du bon vin. Donc quelle est la différence entre Marine Le Pen 2022 et 2017 la différence entre un Bordeaux 2021 et un Bordeaux 1968. Oui, mais bien sûr, parce que je pense que nous en sommes tous là. Je veux dire, vous, je pense dans votre profession de journaliste, vous n'êtes pas le même qu'il y a 20 ans, très certainement, ou 30 ans, mais eh bien, moi c'est pareil, je pense qu'on se nourrit de son expérience aussi, et on prend de l'âge, et on mûrit, et on prend du recul sur les choses, et on se forge parfois des opinions sur des sujets sur lesquels on n'en avait pas particulièrement d'arrêté par le passé, parce que si, moi je suis aujourd'hui dans un état d'esprit, si vous voulez, d'arriver au pouvoir, et je souhaite faire un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire que j'ai quitté la présidence du Rassemblement national parce que je ne veux plus avoir une démarche qui soit une démarche partisane. J'ai eu une démarche partisane, je ne le rejette pas d'ailleurs, quand on est président d'un parti c'est normal, mais je ne suis plus la présidente d'un parti, je suis la candidate à la présidentielle, et j'ai une mission qui est essentielle, c'est réparer toutes les fractures qui ont été comment dire, impulsées par Emmanuel Macron. C'est retisser le lien entre les Français. C'est aller chercher où qu'ils soient et dans quelque camp politique que ce soit, des gens, des hommes, des femmes de bonne volonté qui ont avec moi la même conception, la même vision pour notre pays. Et c'est la mission que je me suis donnée. Donc je n'ai plus cette vision, encore une fois, qui est une vision partisane, qui est respectable, mais qui n'est pas celle de Marine Le Pen, candidate à la présidentielle de 2021. Voilà. Moi je suis là pour unir la France à nouveau. Je pense que l'union est quelque chose d'essentiel, et peut-être la plus grande faute morale d'Emmanuel Macron, ça aura été précisément de fracturer la France, de la diviser jusqu'à l'extrême, comme il a encore pu le démontrer il y a quelques jours avec ses déclarations très vulgaires et très brutales à l'encontre d'une partie du peuple français. Attendez, évidemment, on demande à des gens on me peut dire, vas-y, moi j'aurais bien... Est-ce que je peux poser une question en rebondissant sur ce que vous venez de dire? Je te promets que tu auras la parole. Vous parliez de changer, tout ça. Non, j'ai pas dit j'ai changé, parce que vous seriez élu. Le côté j'ai changé américain, c'est pas trop mon truc. Vous seriez élu. J'ai pas changé, j'ai mûri. Quand je serai élu, voilà. Avec qui gouvernerez-vous? Je peux pas vous... Vous avez quand même un peu d'idée. Non, mais je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. La question c'est avec qui pourrais-je gouverner? C'est ça la vraie question. Et moi j'ai dit de la manière la plus claire, je ne crois pas au clivage gauche-droite. Je vous l'ai dit, ça fait des années que je vous le dis, bon, je pense que j'ai quand même réussi à convaincre un certain nombre de Français. Je crois au clivage entre les mondialistes et les nationaux. C'est-à-dire, je crois, en ce qui concerne la France, au clivage entre ceux qui croient encore en la France, avec tout ce que ça entraîne, hein, la France, son peuple, ses frontières, son système de protection sociale, son ADN économique, sa structuration économique fondée sur des indépendants, sur des entreprises familiales, et il y a ceux qui ne croient plus en la France. Ça, ils pensent que la France est un vieux concept ringard, qu'il faut faire disparaître les frontières, que le peuple ça ne veut plus rien dire, qu'il faut laisser la main invisible du marché établir les nouvelles règles de la mondialisation, etc. Dans le camp de ceux qui croient en la France, de Zemmour à Montebourg, si je puis me permettre, j'ai des concurrents mais je n'ai pas d'adversaires, en ce sens que je peux être en désaccord avec eux, et parfois de manière très claire sur des sujets, il n'en demeure pas moins que je pense que ce sont des gens qui croient encore en la France. Moi, quand M. Montebourg démissionne de son ministère parce qu'on lui impose de vendre Alstom Énergie à General Electric,
eh ben, je trouve que c'est un type courageux. Voilà. Et il n'y en a pas tant que ça. Et je pense qu'il pourrait très bien être ministre de Marine Le Pen à la réindustrialisation du pays, parce que sur ce sujet-là, nous avons la même vision. Peut-être pas sur d'autres, mais sur celui-là, oui. C'est ça aussi, si vous voulez, l'idée de gouvernement d'union nationale. Donc je suis sûr que chez LR, par exemple, il y a des tas de gens qui en réalité pensent exactement comme moi. Alors voilà, ils ont fait leur carrière chez LR, on ne peut pas leur en vouloir, mais le jour venu, le jour où je gagne, je suis convaincu que la question ne sera pas, pour moi, de trouver, la question ce sera de choisir. Parce qu'en réalité, il y aura pléthore de gens qui souhaiteront participer à ce gouvernement d'union nationale. Vas-y. De la tribune de Genève. Deux questions sur la campagne. D'abord, en quoi... Courte alors, s'il y en a deux. En quoi, pour vous, l'ambiance, enfin, la pandémie du Covid perturbe ou influe ou finalement n'a pas de conséquences sur la campagne? Et deuxième question, les sondages ne sont que des sondages. Néanmoins, vous-même vous les citez, hein, pour dire que M. Zemmour a connu une période faste et que maintenant il est en déclin. Vous dites « je gagnerai ». Comment expliquez-vous que, pour l'instant, dans tous les sondages, vous n'arriviez pas dans un deuxième tour à battre M. Macron? Alors, pour répondre à votre première question, oui, bien sûr, le Covid a une influence absolument majeure, mais ce n'est pas le Covid qui a une influence. Ce sont les décisions du gouvernement qui ont une influence sur la campagne. La réalité, c'est que je pense que le gouvernement aura définitivement fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire dans la gestion de cette crise. C'est-à-dire qu'ils ont pris ça par-dessus la jambe au début, alors qu'au début, la situation était grave. Et aujourd'hui, alors que je pense que la situation... compte tenu du nouveau variant Omicron, les moins, et qu'on a en plus l'expérience des 2 années précédentes, ils se servent en fait de cette crise pour créer un climat terriblement anxiogène en France, parce qu'ils savent très bien que lorsqu'il y a une crise, qu'elle soit financière ou qu'elle soit sanitaire, il y a une partie des Français qui se tournent de manière spontanée vers le pouvoir. Donc ils usent et ils abusent de ce phénomène pour créer des contraintes qui, au moment où nous parlons, ne sont absolument pas justifiées par des considérations sanitaires, mais sont en fait justifiées par des considérations politiques. Donc c'est une maltraitance faite à la démocratie que de se servir de la peur des Français, qu'ils aggravent par leur comportement d'ailleurs. C'est une maltraitance à la démocratie que d'utiliser cette peur uniquement pour des basses considérations électorales. Voilà, ça c'est mon avis sur la crise du Covid. Pour le reste, moi je ne commande pas les sondages, moi je commente les tendances. Voilà, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut analyser les sondages. C'est pas aujourd'hui il y a un sondage et pas d'autre. Moi j'ai regardé les tendances de second tour face à Macron. Honnêtement, les tendances sont bonnes. Je suis entre 45 et 47% dans les sondages face à Emmanuel Macron. Je vous rappelle que la dernière fois j'ai fait 34. Hein. Bon. Donc c'est sans commune mesure en réalité. Maintenant il y a des dynamiques qui s'effectuent au second tour qui ne sont pas encore enregistrables évidemment avant que le premier tour ait eu lieu. Donc le fait d'être à 46-47% face à lui au second tour précisément conforte l'idée que je peux gagner face à Emmanuel Macron. Voilà. Donc, on me dit que ce serait bien Philippe. Une dernière question pour quelqu'un qui n'en a pas posé. Oh, il y a cette dame devant. Vas-y, tu le poses. Madame derrière qui... Attends, merci. Pierre Doré, je suis journaliste allemande. Je voudrais rebondir sur votre première réponse. En quoi est-ce que le modèle allemand pour vous est un modèle d'uniformisation? Comment est-ce que vous comptez du coup, si vous êtes élu, travailler avec l'Allemagne, sachant qu'aujourd'hui, sur tous les niveaux, il y a un échange quasiment permanent, notamment avant les conseils importants. Donc, comment est-ce que vous... Oui, mais madame, il y a un échange permanent, l'Allemagne dit ce qu'elle veut et la France obéit, si vous voulez. Donc c'est sûr que c'est pas ma vision, quoi. Voilà. Mais j'en veux pas à l'Allemagne. Je pense qu'il faut que vous soyez conscient de ça, parce que je l'ai dit 100 fois. Je dis, moi, j'en veux pas à madame Merkel de défendre les intérêts allemands. Moi, j'en veux à Emmanuel Macron de ne pas défendre les intérêts français. C'est ça mon problème. Je veux dire que chaque pays défende ses propres intérêts, je considère qu'il n'y a rien de plus naturel et rien de plus normal. Ce qui m'épate, si vous voulez, c'est que la France, en réalité, pour complaire
à l'Allemagne ou pour cacher sa propre faiblesse ne cesse d'être à la roue en permanence des Allemands qui défendent les intérêts allemands. Voilà. Par exemple, dans le domaine de la défense européenne, je pense que l'Allemagne a défendu les intérêts allemands. Je pense que quand elle réclame des transferts de technologie, elle défend des intérêts allemands. Je pense que quand elle réclame des transferts de sites de production, elle défend des intérêts allemands. La malheur, c'est qu'elle ne défend pas les intérêts français. Donc, je veux dire, encore une fois, je suis extrêmement clair sur ce sujet. Je pense que l'Allemagne n'a pas le même modèle que la France. Elle n'a pas la même manière de réfléchir l'Europe. Et c'est vrai que l'Allemagne ne cesse de faire avancer l'Union européenne vers un système qui n'est même plus un système fédéral, mais qui commence à se dessiner comme un système unitaire. Et moi, je considère que c'est contraire à notre identité, à notre histoire, à nos valeurs, à notre culture, à nos souhaits, à notre mode de vie, à notre vision politique, à tout ce qui fait la France. Donc, je tenterai de convaincre les pays européens qu'il faut substituer à ce modèle, entre guillemets, allemand, un modèle, entre guillemets, français. C'est une des ambitions qui est la mienne et un des objectifs que je me donne. Mais ceci, encore une fois, sans hostilité de ma part. Je veux dire, mon objectif n'est pas de faire la guerre à l'Allemagne. Mon objectif, c'est de mener un combat pour la France. Et accessoirement, pas seulement pour la France, parce que quand je défends la souveraineté de la France, je défends en réalité la souveraineté de chacun des pays, non seulement de l'Europe, mais du monde. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas supprimer, empêcher, interdire, affaiblir la souveraineté d'un pays, sinon on attaque son âme. Et donc je vais défendre, en défendant l'âme de la France, je défendrai l'âme de tous les peuples et de tous les pays du monde. Une petite question très rapide. Oui, je suis allemande aussi. Voilà, bon. Bernard. Et comme on a bien compris qu'il n'y a pas beaucoup de choses en commun, je voudrais savoir, on a vu Mme Merkel ouvrir les frontières, vous avez beaucoup insisté sur la migration. Qu'est-ce que vous en fiche le nouveau gouvernement qui est quand même tricolore, donc très rouge, très vert, et qui a déjà annoncé d'avoir un autre regard sur l'immigration? À notre regard, il me semble pas, moi, je suis assez inquiète de cette coalition, je ne vous cache pas, parce qu'il m'apparaît que cette coalition est plutôt un défenseur du pacte d'immigration et d'asile qui est actuellement en discussion à la Commission. J'y suis fondamentalement opposé. J'ai cru comprendre, mais peut-être je me trompe, hein, parfois je lis la presse française, je ne reconnais pas ce que je dis, donc peut-être que dans la presse française, ce qui est dit de la nouvelle coalition allemande est faux, mais il m'apparaît qu'ils sont plutôt pour la régularisation des clandestins. Or, il me semble que c'est une erreur lourde. Alors que l'Allemagne fasse cette erreur, si je puis me permettre, je pourrais m'en attrister parce que j'aime bien le peuple allemand, je pourrais m'en attrister pour lui. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les erreurs de l'Allemagne dans ce domaine se répercutent immédiatement sur notre pays, puisque quand l'Allemagne ouvre grand ses frontières à 1 million de personnes, si elle gardait les 1 million de personnes, ça ne me poserait pas trop de problèmes. Je ne ferais que compatir en quelque sorte. Mais le problème, c'est qu'elle fait venir 1 million de personnes et puis qu'après, ils se disséminent dans l'intégralité des pays européens et particulièrement dans celui qui est un des plus attractifs, c'est-à-dire la France. Donc, les décisions de l'Allemagne, d'autres, si vous voulez, les choix de l'Allemagne, d'autres en payent les conséquences. Donc, si l'Allemagne réitère ce souhait en créant ainsi une forme d'appel d'air à l'immigration, alors une de mes premières actions sera de lutter pour faire suspendre immédiatement Schengen, pour que au moins les choix de l'Allemagne soient payés par l'Allemagne ou gérés par l'Allemagne, mais pas par la France. Vous voyez, c'est ça ma difficulté, si vous voulez, c'est que ce ne sont pas des décisions nationales. On voit bien qu'en matière d'immigration, compte tenu de la disparition des frontières intérieures, le choix d'un pays, eh bien, c'est le poids des autres. Et eh bien, je ne souhaite pas que ce soit le cas. Donc, si vraiment l'Allemagne persiste dans cette idée, je suspendrai immédiatement, en vertu de l'article 25 du Code Schengen, pour pouvoir maîtriser à nouveau les frontières françaises.
Merci. Une dernière question. Pour signer notre il y a des dizaines de questions à venir. Mais alors, je pense que... J'ai jamais posé de questions. Je pense que simplement, ça veut dire qu'il faudra vous revenir avant l'élection, on va reprendre rendez-vous. Et poser votre dernière question, allez. Voilà, ma dernière question est la suivante. Je dirais que je suis en retard à cause de vous. Merci beaucoup. On a encore quelques... Allez-y, je vous en prie. Ok, à l'issue du premier tour de la prochaine présidentielle, pour qui appelleriez-vous vos militants à voter au cas où Emmanuel Macron et Éric Zemmour se qualifieraient pour le second tour? Non mais je fais pas de politique fiction. Non. Je fais pas de politique fiction. Il n'y a aucune chance qu'Éric Zemmour soit au second tour de cette élection présidentielle. Donc je peux pas répondre à ça si vous voulez. Et si vous êtes avec Pécresse à la place d'Emmanuel, votre stratégie... Si je suis face à Pécresse, ce sera la même stratégie, puisque en l'occurrence, c'est exactement le même positionnement. Enfin, je veux dire, il y a une unité, il y a une telle unité d'ailleurs politique entre le projet de Valérie Pécresse et celui d'Emmanuel Macron, que vous le savez, il y a quelque temps, quand il s'est agi de chercher un remplaçant à Édouard Philippe, le nom de Valérie Pécresse a beaucoup tourné dans la Macronie comme éventuel Premier ministre potentiel. Je pense que c'est à raison. C'est à raison, parce qu'il y a une vraie unité politique entre les deux. C'est pas droit, Oui, on voudra absolument, on vous lâchera comme ça, on va faire une photo de famille avec eux. Tous ceux de la